Bonjour communauté de co-critiques, ici Kim, et aujourd'hui, on s'attaque à une réflexion qui mêle philosophie, critique sociale et jeux de rôle sur table. Avez-vous déjà pensé à la manière dont vos campagnes explorent les tensions entre liberté et contrôle, ou comment vos récits critiquent les systèmes oppressifs? Eh bien, sachez que ces thématiques résonnent avec les travaux de Théodore Adorno, figure centrale de la théorie critique. Donc, dans cette vidéo, on va explorer comment les concepts d'Adorno, comme la critique de l'industrie culturelle, la personnalité autoritaire ou encore la dialectique sociale, s'appliquent aux jeux de rôle. Donc, que ce soit dans la construction d'univers originaux, les récits de résistance ou les dynamiques de groupe entre joueurs, vous allez découvrir que vos parties ne sont pas seulement un divertissement, mais aussi un espace d'exploration critique. Donc, Théodore W. Adorno est un philosophe et sociologue allemand, est une figure centrale de l'école de Francfort et de la théorie critique. Donc, ses travaux portent sur les relations entre la culture, la société et le pouvoir, offrant une critique approfondie des sociétés capitalistes modernes. Donc, les théories d'Adorno trouvent des résonances fascinantes dans la pratique des jeux de rôle, que ce soit dans leur structure narrative, leur mécanique ou les dynamiques sociales qu'ils mettent en scène. Donc, dans la dialectique de la raison, paru en 1944, Théodore Adorno et Max Horkheimer introduisent le concept d'industrie culturelle, une analyse percutante sur la manière dont, sous le capitalisme, la culture devient une marchandise standardisée. Donc, selon eux, les industries comme le cinéma, la musique, la télévision vont produire des biens culturels principalement destinés à maximiser les profits au détriment de la créativité et de la réflexion critique. Donc, cette standardisation-là va réduire la diversité culturelle, va favoriser le conformisme et va maintenir les individus dans un état d'aliénation et de passivité. Plus encore, l'industrie culturelle perpétue les structures de pouvoir existantes, va dissimuler les inégalités sociales et va renforcer l'ordre dominant. Donc, cette critique trouve un écho direct dans le monde des jeux de rôle, où les tendances similaires de massification et de commercialisation se manifestent. Donc, les grandes franchises, comme Donjons Dragons ou Pathfinder, s'efforcent de séduire un public toujours plus large avec des mécaniques accessibles et des récits préécrits. Donc, ces modules-là, prêts à jouer, bien qu'extrêmement pratiques, là, je ne dis pas le contraire et je les achète aussi, risquent parfois d'uniformiser l'expérience de jeu. Prenons exemple un scénario classique où un groupe de héros doit défaire un dragon maléfique pour sauver un royaume. Donc, bien que ce récit soit efficace et engageant, il peut aussi limiter les possibilités de personnalisation en cadrant l'imagination des joueurs dans des attentes narratives et mécaniques prédéfinies. Donc, ça reflète l'analyse d'Adorno et Horkheimer sur l'uniformisation culturelle dans le cadre du capitalisme. Cependant, là, les jeux de rôle, c'est pas uniquement des produits de l'industrie culturelle. Ils sont également un espace de résistance à cette uniformisation-là. Les maîtres de jeu et les joueurs disposent d'une incroyable liberté pour transformer ces cadres standardisés en récits uniques et personnalisés. Par exemple, un maître de jeu peut prendre un module préécrit et le réinterpréter complètement. Et si le dragon maléfique devenait une figure tragique, cherchant désespérément à protéger ses œufs dans un royaume hostile? Donc, cette réécriture-là détourne le scénario pour le rendre plus nuancé, tout en encourageant des choix moraux complexes de la part des joueurs. De même, les joueurs eux-mêmes participent activement à cette résistance en façonnant leurs personnages et leurs propres envies et en créant des arcs narratifs inattendus. Donc, imaginez un groupe de joueurs qui décident, plutôt que de suivre la quête principale, c'est un peu chiant, là, de bâtir une communauté de paysans révoltés contre un seigneur tyrannique. Donc, en sortant du cadre prévu, ils transforment l'expérience en une exploration des luttes sociales, illustrant le potentiel critique et créatif des jeux de rôle. Ces initiatives-là reflètent parfaitement l'idée d'Adorno selon laquelle une culture autonome et critique peut émerger pour défier les forces de massification. Un autre exemple frappant, c'est l'essor des systèmes de jeux indépendants comme Blades in the Dark ou Fate. Donc, ces jeux-là offrent des règles plus ouvertes, encourageant la collaboration créative entre le maître de jeu et les joueurs pour construire des histoires totalement originales. Parfois, des groupes vont même jusqu'à inventer leur propre système de règles ou à fusionner des systèmes et des univers pour créer des récits totalement sur mesure, échappant aux attentes commerciales des grandes franchises. Donc, les jeux de rôle sur table sont pas seulement des produits culturels influencés par des dynamiques capitalistes.
on s'entend là, c'est aussi un laboratoire d'imagination et d'autonomie où les joueurs, les maîtres de jeu, reprennent le contrôle sur leur récit. Donc, ils permettent de dépasser la standardisation en transformant chaque session en un espace de réflexion, d'expérimentation et de critique sociale. Que ce soit en remaniant un scénario classique, en explorant des thèmes audacieux, en inventant des mondes entièrement nouveaux, les jeux de rôle montrent qu'il est possible de réinjecter de la créativité et de la diversité dans un cadre parfois dominé par la logique du profit. Théodore Adorno critique aussi l'usage instrumental de la raison, qu'il perçoit comme un moteur de domination dans les sociétés modernes. Donc, plutôt que d'être un outil d'émancipation humaine, la rationalité est souvent détournée pour maîtriser la nature, contrôler les individus et structurer les sociétés de manière hiérarchique. Donc, dans la dialectique de la raison, Adorno met en lumière une contradiction fondamentale. Donc, bien que les Lumières aient été animées par l'idéal de libération par la raison, elles ont également pavé la voie à de nouvelles formes d'oppression, comme celles exercées par le capitalisme et le fascisme. Donc, cette instrumentalisation-là de la raison, axée sur l'efficacité et le contrôle, se fait souvent au détriment des valeurs humaines et de la réflexion critique. Donc, cette critique-là trouve un écho aussi présent dans les récits et les mécaniques de jeux de rôle sur table. De nombreux scénarios de jeu mettent en scène des régimes ou des institutions oppressives qui exploitent la rationalité pour asseoir leur pouvoir. Donc, encore une fois, imaginez un monde dystopique, gouverné par une bureaucratie rigide ou des machines ultra-rationnelles où chaque aspect de la vie est surveillé, optimisé et contrôlé. Donc, dans un tel cadre, les joueurs vont incarner des personnages qui résistent à ces systèmes, souvent en utilisant des moyens créatifs, émotionnels, voire irrationnels pour subvertir, l'ordre établi. Par exemple, dans un univers inspiré de cyberpunk, un groupe de résistants pourrait s'unir pour détruire une intelligence artificielle omnisciente qui contrôle une mégapole, explorant les tensions entre rationalité et liberté, un thème central dans les travaux d'Adorno. Mais les jeux de rôle ne se limitent pas à la narration. Leur mécanique elle-même reflète parfois une rationalité instrumentale. Donc, les règles strictes qui encadrent les décisions et les actions des joueurs sont conçues pour structurer l'expérience de jeu et garantir un certain équilibre. Cependant, les règles peuvent aussi être perçues comme une forme de contrainte rationnelle qui limite la spontanéité et la créativité. Si on prend l'exemple, encore une fois, des systèmes de jeux complexes comme Donjons & Dragons, où les mécaniques de combat et de résolution de conflits sont très codifiées. Donc, bien que les règles soient nécessaires pour maintenir la cohérence du jeu, elles peuvent parfois donner l'impression d'une rigidité. Donc, c'est là que réside le potentiel subversif des jeux de rôle. Donc, en exploitant les failles des systèmes ou en contournant les règles, les joueurs démontrent leur capacité à résister à cette rationalité oppressive-là. Un maître de jeu pourrait ignorer certaines mécaniques pour privilégier une narration plus fluide, tandis qu'un joueur pourrait proposer une solution inventive et imprévisible à un problème, déstabilisant ici la logique rationnelle imposée par les règles. Donc, ces moments-là d'imagination et de collaboration illustrent parfaitement la possibilité de dépasser les limitations d'un système rationnel pour retrouver une forme de liberté. En explorant ces tensions à travers leurs récits et leurs mécaniques, les jeux de rôle deviennent un véritable laboratoire pour mettre en scène des problématiques soulevées par Adorno. Donc, les joueurs ont l'occasion d'interroger et de défier les systèmes rationnels qui les entourent, tout en réfléchissant aux implications sociales et éthiques de la domination exercée par la rationalité instrumentale. Donc, que ce soit en infiltrant une bureaucratie oppressive, en affrontant une intelligence artificielle omniprésente ou omnisciente, ou simplement en improvisant pour échapper à une règle contraignante, les jeux de rôle offrent un espace unique où la créativité humaine devient une force de résistance face à l'uniformisation et au contrôle. Théodore Adorno voit dans le capitalisme une force qui aliène les individus et transforme les relations humaines en relations entre objets. Donc, une dynamique qui développe en s'inspirant de Karl Marx et le concept de fétichisme de la marchandise. Selon lui, les produits ne se contentent pas d'avoir une valeur d'usage ou d'échange. Ils acquièrent une valeur autonome qui dissimule les rapports sociaux ayant permis leur production. Donc, ce phénomène-là, selon Adorno, s'arrête pas seulement au bien matériel, mais s'étend à la culture et aux relations humaines, renforçant l'isolement et l'aliénation. Donc, dans la société de consommation moderne, cette logique-là encourage une quête perpétuelle de biens et d'expériences qui crée une illusion de bonheur tout en masquant les inégalités et l'exploitation.
Ce diagnostic trouve un écho évident dans le monde des jeux de rôle sur table, où l'impact du capitalisme est de plus en plus visible. L'essor des produits dérivés, des éditions de collectionneurs, des accessoires thématiques, des plateformes numériques ont transformé les jeux de rôle dans une industrie culturelle florissante. Les modules préécrits, les campagnes prêtes à jouer, bien qu'accessibles et pratiques, je le répète, standardisent en partie l'expérience de jeu, illustrant comment la marchandisation influence la manière dont les joueurs consomment cette forme de culture-là. Donc, si on prend par exemple des éditions de luxe ou des figurines exclusives, souvent perçues comme des must-have dans certaines communautés de joueurs, elles vont refléter parfaitement le fétichisme de la marchandise où l'objet devient plus important que l'expérience qui est censée enrichir. Malgré cette marchandisation-là, oui, les jeux de rôle offrent un espace de résistance implicite. Le cœur de l'expérience réside dans la créativité collective et le partage d'histoires originales entre les joueurs. À la différence de nombreuses formes de consommation culturelle, les jeux de rôle privilégient toujours les interactions humaines et la personnalisation. Par exemple, un groupe de joueurs peut décider de se passer de tout matériel officiel pour inventer un univers complètement unique en utilisant des règles maison, des dés ordinaires. La pratique réaffirme l'idée qu'il est possible d'échapper à l'aliénation en valorisant les relations sociales et l'imagination collective plutôt que les produits standardisés. De plus, les récits des jeux de rôle eux-mêmes peuvent devenir des terrains critiques du capitalisme et de ses dérives. Donc, les maîtres de jeu, les joueurs peuvent explorer des thématiques telles que les sociétés dystopiques gouvernées par des oligarchies économiques, des quêtes dénonçant la cupidité ou des intrigues qui exposent des inégalités sociales. Par exemple, une campagne où les personnages luttent pour détruire une corporation interplanétaire exploitant des ressources et des peuples pourrait devenir un miroir des tensions de notre monde réel ou en offrant une réflexion sur la possibilité de créer des alternatives. Un autre exemple fascinant se trouve dans les systèmes de jeu plus narratifs, comme Blaze in the Dark, où les joueurs incarnent des membres de bandes criminelles qui doivent survivre dans une ville dominée par des élites économiques. Donc, ces récits permettent non seulement de critiquer le consumérisme et l'exploitation, mais aussi d'encourager des alternatives imaginatives et des réflexions critiques sur les dynamiques sociales. Dans la personnalité autoritaire, sortie en 1950, Théodore Adorno et ses collègues explorent les mécanismes psychologiques qui alimentent l'autoritarisme et le fascisme, identifiant des traits de caractère, des caractéristiques de la personnalité autoritaire. Donc, parmi eux, on trouve le conformisme, une hostilité envers la différence et une soumission aveugle à l'autorité. Donc, ces traits, selon Adorno, sont façonnés par des structures sociales hiérarchiques et une éducation valorisant l'obéissance au détriment de la réflexion critique. Donc, il démontre comment les sociétés modernes, avec leurs institutions autoritaires et leur homogénéisation culturelle, créent un environnement propice à la montée des idéologies fascistes. Donc, ces thèmes trouvent une résonance saisissante dans les jeux de rôle, où récits et interactions sociales deviennent des terrains d'exploration et de subversion de ces dynamiques-là. Donc, les scénarios de jeux de rôle mettent souvent en scène des figures autoritaires, des tyrans, des régimes oppressifs, des guildes corrompues, et ça va offrir aux joueurs l'opportunité de s'opposer à ces systèmes de domination. Par exemple, dans une campagne de Donjons Dragons, on pourrait se concentrer sur la résistance contre un empire oppressif, où les joueurs incarnent des rebelles cherchant à exposer les injustices du système et à démanteler les structures hiérarchiques. Ces récits permettent d'aller au-delà du simple divertissement. Ils deviennent des outils pour réfléchir aux conséquences de l'autoritarisme et pour tester différentes stratégies de résistance. Donc, imaginez une campagne où les joueurs infiltrent un régime totalitaire pour saboter ses fondations de l'intérieur. Le groupe pourrait être confronté à des dilemmes éthiques. Est-ce qu'il faut coopérer avec des figures moralement ambiguës pour faire avancer leur cause, ou il est mieux de rester fidèle à leurs principes, même au risque d'échouer? Ce type de narration-là, pousse les joueurs à réfléchir aux dynamiques complexes de pouvoir, d'oppression et de justice. Mais les jeux de rôle ne se limitent pas seulement au récit. Les dynamiques sociales au sein du groupe de joueurs reflètent également les enjeux liés à l'autoritarisme. Dans certaines parties, un joueur dominant peut tenter de monopoliser les décisions ou imposer son point de vue, créant une mini-dynamique, hiérarchique. Ces situations-là vont offrir une opportunité unique pour le groupe de remettre en question ces comportements-là et de promouvoir une collaboration plus égalitaire. Par exemple, les joueurs peuvent établir des règles claires pour équilibrer les contributions de chacun ou encourager les plus timides à s'exprimer davantage.
Cette collaboration-là va renforcer les valeurs d'égalité, de respect mutuel, incarnant une résistance implicite aux dynamiques autoritaires. Donc, les jeux de rôle permettent également d'explorer des personnages confrontant directement les structures de pouvoir oppressives. Encore une fois, dans le jeu Blades in the Dark, les joueurs pourraient incarner des membres d'une bande criminelle qui opère dans une ville contrôlée par des guildes corrompues et des élites autoritaires. C'est un peu le principe du jeu. Donc, en sabotant les structures, ils vont pas se contenter seulement de jouer. Ils vont participer à une réflexion sur les mécaniques qui perpétuent les injustices et sur les moyens de les renverser. Théodore Adorno accorde une place centrale à l'art en tant que moyen de résistance et d'autonomie face aux forces uniformisantes du capitalisme. Contrairement à l'industrie culturelle qui produit des œuvres standardisées destinées à plaire et à vendre, Adorno valorise l'art véritable, autonome et critique. Donc cet art-là ne cherche pas à divertir ou à se conformer aux attentes du public, mais à révéler les contradictions de la société et à inciter une réflexion profonde. Donc, à travers son concept d'esthétique négative, Adorno met en avant des formes artistiques qui refusent les cadres préétablis. Donc, ses œuvres, en perturbant des habitudes de pensée, ouvrent un espace pour interroger l'ordre établi et explorer de nouvelles perspectives. Donc, ces idées trouvent un écho direct dans l'univers des jeux de rôle où les univers et récits co-créés par les maîtres de jeu et les joueurs incarnent une forme d'art autonome. Quand un maître de jeu invente un monde complexe et subversif, ou qu'un groupe de joueurs construit des récits originaux, il participe à une pratique qui s'éloigne des standards imposés par les grandes franchises ou les modules préécrits. Par exemple, un maître de jeu pourrait imaginer un monde dystopique, où les joueurs explorent les impacts d'une société hyper centralisée, ou au contraire, créer un univers où les notions de bien et de mal sont entièrement redéfinies, invitant les joueurs à réfléchir à des dilemmes moraux profonds. Donc, ces campagnes-là, loin de se limiter à un simple divertissement, s'inscrivent dans la tradition de l'art critique promue par Adorno. Donc, les jeux de rôle permettent également de raconter des histoires qui ne cherchent pas nécessairement à plaire à une majorité, mais à provoquer une réflexion. Donc, encore une fois, prenons l'exemple d'une campagne où les personnages doivent infiltrer une organisation corrompue tout en se confrontant à leur propre motivation. La loyauté, dis-je, envers leur groupe, la quête de justice ou simplement la survie personnelle. Donc, ces dilemmes-là narratifs mettent en lumière les contradictions du pouvoir, les tensions entre liberté et contrôle, ou encore les défis éthiques dans un monde moralement ambigu. Donc, ces récits-là rejoignent la vision d'Adorno, en encourageant les joueurs à analyser les structures sociales et les relations de pouvoir à travers la fiction. Au-delà des récits eux-mêmes, les jeux de rôle sont des espaces où la créativité collective devient un acte de résistance face à l'uniformisation. Chaque partie, c'est une œuvre d'art unique, façonnée par des contributions à l'imagination des participants. Imaginez une campagne où, au lieu de suivre un scénario prédéfini, un groupe décide de créer son propre monde à partir de rien. Chaque joueur contribue à façonner l'histoire, les conflits et même les règles de jeu, défiant ainsi les standards imposés par l'industrie. Donc, ce processus-là illustre parfaitement l'idée d'Adorno selon laquelle l'art critique et autonome ne peut être qu'une expression vivante échappant au cadre rigide et aux pressions commerciales. Théodore Adorno, avec sa méthode dialectique, se concentre sur l'analyse des contradictions inhérentes aux systèmes sociaux modernes pour en révéler les limites et les points de rupture. Donc, cette approche, connue sous le nom de critique immanente, consiste à examiner les tensions internes des structures sociales et culturelles. Donc, afin de stimuler une prise de conscience critique chez les individus, plutôt que s'arrêter à des oppositions binaires simplistes, Adorno explore des complexités qui façonnent la société et cherche à comprendre comment ces tensions peuvent être le moteur de transformation sociale. Donc, ces principes trouvent un écho direct, encore là, dans le jeu de rôle, qui offre un cadre idéal pour incarner puis interroger ces dynamiques-là contradictoires. Donc, les mondes fictifs des jeux de rôle sont souvent construits sur des tensions internes qui enrichissent la narration et offrent aux joueurs des dilemmes stimulants. Par exemple, dans un univers où la magie ancestrale entre en conflit avec une technologie émergente, les joueurs peuvent être confrontés à des choix qui reflètent des débats bien réels sur la modernité, la tradition puis les impacts du progrès.
Donc, ces récits permettent de s'immerger dans des conflits complexes tout en tirant des parallèles avec des enjeux contemporains, tels que les tensions entre développement technologique et la préservation culturelle ou la préservation environnementale. Les récits des jeux de rôle mettent également en pratique la critique immanente en permettant aux joueurs de révéler des failles des structures sociales fictives. Prenons par exemple une campagne où le groupe découvre que le roi, soi-disant bienveillant, manipule la population pour maintenir son pouvoir, ou qu'une guilde prétendument honorable qui tire profit de l'oppression des classes inférieures. Donc, ces histoires invitent les participants à interroger les fondements mêmes de ces systèmes, exposant leurs hypocrisies, leurs injustices ou leurs limites, tout en imaginant des alternatives. Donc, une campagne peut se concentrer comme ça sur la déconstruction d'un régime autoritaire ou sur la remise en question des croyances culturelles qui perpétuent l'ordre établi. En outre, les jeux de rôle se contentent pas de proposer des récits critiques. Ils offrent des espaces de collaboration créative où les joueurs co-construisent des univers fictifs qui participent activement à leur transformation. Donc, un autre exemple serait un groupe qui pourrait décider de créer une faction rebelle qui attaque pas directement une guilde corrompue, mais cherche à la réformer de l'intérieur, mettant en scène des débats internes sur la meilleure approche à adopter. Donc, ces moments incarnent la méthode dialectique d'Adorno, où les tensions et les contradictions sont examinées, discutées et résolues de manière collaborative. Donc, ces dynamiques font des jeux de rôle un terrain fertile pour la réflexion critique et l'imagination sociale. En combinant la narration immersive et les analyses des tensions systémiques, les jeux de rôle permettent aux joueurs d'explorer des problématiques complexes tout en favorisant une prise de conscience des contradictions dans leur propre environnement. Chaque partie devient alors bien plus qu'un simple divertissement. Elle se transforme en une occasion de réfléchir, de contester, de réinventer les structures narratives et sociales, tout en rendant la critique sociale accessible, engageante et collaborative. Théodore Adorno, avec sa critique incisive des sociétés modernes, explore comment la culture, le capitalisme, la rationalité instrumentale renforcent l'aliénation et la domination. Donc, il met en lumière les structures sociales dans la formation des individus et souligne l'importance de l'art et de la pensée critique comme des moyens de résistance. Adorno reste une figure clé pour analyser les mécaniques de contrôle et d'uniformisation qui façonnent nos sociétés, tout en offrant des outils pour questionner et les subvertir. Donc voilà, communauté de coups critiques, on arrive à la fin de cette exploration des théories de Théodore Adorno et les jeux de rôle sur table. Donc aujourd'hui, on a vu comment vos parties de jeux de rôle peuvent être bien plus qu'un simple divertissement. Entre critique de systèmes oppressifs, de création d'univers originaux, les dynamiques sociales au sein du groupe, là, vous participez à une réflexion qui fait écho à des concepts comme la dialectique, la critique culturelle, la résistance aux structures autoritaires. Donc, si cette vidéo-là vous a inspiré, vous a donné des nouvelles perspectives pour enrichir vos campagnes, mais n'hésitez pas à le partager en commentaire, savoir ce que vous en avez pensé aussi, ou est-ce que ça se reflète déjà dans vos parties. Donc, comment vos récits ont-ils exploré déjà ces thèmes-là, comme le pouvoir, la résistance ou l'autonomie? Donc, ça va me faire plaisir, j'ai tout un grand plaisir à vous parler, vous répondre dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne de Coups Critiques et d'activer la cloche pour rien manquer de nos prochaines émissions, de nos prochaines vidéos où la réflexion et la créativité se rencontrent. Donc, merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à bientôt. Bye!